Eh bien, je suis ravie de vous retrouver quelques instants en cette matinée. Mon intervention s'intitule « Et si on mettait l'intervenant au centre du mapping ?» Et donc, parmi tous les éléments d'interaction qui font partie du mapping virage, c'est donc vers le praticien que je vais me tourner aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas des éléments isolés du système. Et je vais le faire à travers l'exploration de la posture de non-vouloir. Tout d'abord, je vais vous en redessiner ou en repréciser certaines balises plus théoriques pour ensuite vous illustrer cette posture de non-vouloir à travers certains exemples issus de ma pratique. Tout change tout le temps et nous, en tant qu'intervenants, on enlève les obstacles qui empêchent que le changement se fasse naturellement. Le seul qui peut réellement résoudre son problème, c'est le patient lui-même. Ces quelques phrases entendues dans le cadre d'un premier module de formation en thérapie systémique stratégique auquel je participais ont fait évidemment écho en moi en tant que jeune psychologue et elles me guident toujours aujourd'hui dans mon travail. Donc on est amené à enlever ce qui bloque. On est invité en quelque sorte à aider le patient à renoncer à ses propres tentatives de régulation. L'amener à accepter avec son cœur, avec son corps, avec sa tête, que ce qu'il fait ne l'aide pas. Ah, c'est donc ça le non-agir. Ce n'est pas ne pas agir, c'est agir sans forcer. On est amené en tant qu'intervenant à veiller au contexte dans lequel un changement pourra peut-être survenir. On est amené à accompagner le patient dans l'acceptation. Accepter que ce que je fais ne marche pas. Générer en lui une forme de réceptivité, d'où naîtra peut-être un changement avec lequel il se sentira plus en harmonie. Le non-agir, c'est en quelque sorte laisser venir. Nager dans le sens du courant et pas contre le courant. Permettre au potentiel de prendre vie. Ah, c'est donc ça le non-vouloir, la posture de non-vouloir qui est imprégnée du non-agir. C'est accompagner le patient sur son chemin en lui permettant de vivre l'expérience du libre choix. Choix de continuer cette tentative de régulation ou choix d'y renoncer. Sans attendre un résultat spécifique, sans lui donner l'injonction qu'il faut qu'il change, sans se donner à soi en tant qu'intervenant l'exigence de le changer. Parce que si un patient ne change pas, c'est qu'il a de bonnes raisons. À nous d'aller explorer avec lui, avec bienveillance et respect, quelles sont ces raisons, quels sont aussi les risques de changer ou de ne pas changer. Adopter la posture de non-vouloir, ce n'est pas du je m'en foutisme, ce n'est pas du laisser aller, ce n'est pas non plus de l'indifférence, ce n'est pas abandonner le patient, ce n'est pas non plus encore être dans une relation d'obéissance où nous, en tant qu'intervenants, on décide de la direction dans laquelle il faudrait aller. C'est en quelque sorte, autant pour l'intervenant que pour le patient lui-même, accepter qu'on ne peut pas trop maîtriser, qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter qu'on ne connaît pas le contenu de la suite. Accepter et adopter la posture de non-vouloir, c'est rejoindre le patient dans ce qu'il est, dans sa vision du monde, dans ses émotions, et lui reformuler le cercle vicieux dans lequel il se trouve, et lui permettre d'y retrouver sa part de responsabilité. Comme le dit Gregory Bateson, la liberté et la responsabilité sont deux choses qui vont de pair. Un accroissement de la première entraîne souvent un accroissement de la seconde. Donc, derrière le non-vouloir, il y a ce libre choix et cette responsabilité. Autant chez le thérapeute que chez le patient, retrouver sa part de responsabilité. C'est pas facile d'intégrer cette posture, de l'accueillir, de l'apprivoiser.
Hein, c'est une posture qui n'est pas facile à intégrer, surtout si l'entrain des débuts, en tant que praticien, est associé au but absolu de guérir, et surtout si c'est la volonté de prouver que l'approche fonctionne qui nous guide. Ce qui est constaté sur le terrain relationnel, c'est que plus le thérapeute s'éloigne de la posture de non-vouloir, et plus une résistance risque d'apparaître chez le patient et chez le praticien. Ainsi, si nous mettons, tant le patient que nous-mêmes, cette intention de vouloir absolument se débarrasser du problème au premier plan dans notre intervention, le risque est de voir apparaître une tension qui va empêcher le système de retrouver le mouvement naturel et fluide dont il a besoin. Et donc, lorsque nous, en tant que thérapeutes, nous nous sentons bloqués dans une intervention, dans un accompagnement, lorsque nous nous sentons en souffrance, c'est sans doute le signe qu'il est utile de changer notre relation au patient et à nous-mêmes, de se questionner sur notre part de responsabilité dans cette résistance naissante. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer ensemble des situations que je rencontre dans le cadre de ma pratique et d'aller explorer cette posture de non-vouloir. La première illustration s'intitule « Gestion de l'agenda, un vaste programme ». Alors, je vais commenter le mapping et je vais disparaître quelques instants, mais ma voix est toujours bien là. Au début de ma pratique, quand un nouveau patient me contactait pour une prise de rendez-vous et qu'il me demandait une consultation rapidement selon des créneaux horaires stricts, je pouvais ne rien dire et l'ajouter d'office dans mon agenda un soir à 20h, alors que ma journée était déjà bien remplie. Je pouvais aussi le voir lors d'une journée où je ne consultais normalement pas et le recevoir quand cela l'arrangeait lui. Selon moi, un bon psychologue se devait d'être disponible en toutes circonstances. Par peur qu'on ne fasse plus appel à moi, par peur de décevoir le patient et les médecins, et par peur qu'on dise que je manquais d'empathie, je maintenais ce fonctionnement. Mais une colère pouvait naître en moi, car j'avais accepté sans écouter mes limites de thérapeute et ma vie de famille. Avant même d'avoir rencontré le patient, je pouvais m'en faire une idée préconçue et figée et me dire « ça va encore être un patient exigeant ». Et j'avais de bonnes raisons de penser cela. Plus je m'adaptais sans écouter mes limites et ce qui était acceptable pour moi, et plus j'avais de bonnes raisons de le penser exigeant. Et plus j'avais la sensation de subir la première consultation plutôt que de la vivre pleinement avec lui. Dès lors, au début d'une première consultation, je pouvais, parce que je ne me respectais pas, ne pas faire preuve de cette présence bienveillante, ne pas explorer, tel un anthropologue, en quoi il avait de bonnes raisons de souffrir. Je pouvais, parce qu'enfermée dans ma propre réalité, ma propre colère, ne pas être en empathie. Dans ce contexte, le travail de collaboration et la liberté en lien avec la posture de non-vouloir pouvaient être bien fragilisés. Aujourd'hui, je sais que je suis sensible au fait de me donner du temps pour vivre l'organisation des consultations de manière plus épanouissante. Souvent, la colère ressentie sous forme de raideur dans le haut de mon corps et de tension rouge dans la gorge est le signe que ce besoin de temps n'est pas respecté ou risquerait de ne pas l'être. Alors, en tenant compte de ces signaux lors de la prise de rendez-vous par téléphone, je rejoins le patient dans sa demande de rendez-vous rapide en comprenant qu'il est dans une situation de souffrance et j'explique ensuite que je ne peux pas le recevoir rapidement en soirée, mais qu'en journée, je peux lui fixer un moment parmi deux que je propose plus rapidement. Devant cette alternative, je me positionne pour lui permettre aussi de se positionner. Je me respecte davantage et la qualité de mon attention est plus douce. Cela nous amène à entamer un suivi dans une atmosphère bienveillante et signe d'une future collaboration.
C'est en allant à la rencontre de mes émotions de peur et de colère, en explorant les conséquences de celles-ci sur mon quotidien, en distinguant ce qui est acceptable dans mon travail de ce qui ne l'est plus, et en activant chez moi une peur plus grande, que j'ai pu trouver une manière plus juste de réagir. Et voici les questions guides qui m'accompagnent dans le cadre de mon travail, quand je me sens un peu bloquée. Et notamment ici, face à ce type de situation, comment aggraver, comment la colère que j'éprouve pourrait aggraver la relation au patient. Ça, c'est une question qui me guide. Sur quels aspects de la situation je peux jouer pour me redonner de la souplesse en tant que praticienne et en redonner à la relation. Et une autre question, comment la colère que je ressens pourrait-elle être utilisée comme levier de changement et permettre au patient de renoncer à cette tentative de régulation? Voilà quelques questions guides qui me guident dans mon travail. Une autre illustration qui s'intitule « Quand la tâche n'est pas réalisée ». Alors, avant, et encore un peu parfois aujourd'hui, lorsqu'un patient n'avait pas réalisé la tâche que je lui avais prescrite, j'avais vraiment des difficultés à accueillir et à accepter le fait que cette tâche ne soit pas réalisée. Soit je me disais, Clotilde, c'est de ta faute, tu aurais dû faire ça ou tu n'aurais pas dû faire ça. Ou soit je me disais, mais c'est de sa faute, il aurait dû faire ça. Enfin, quoi qu'il en soit, ma vision linéaire, ma vision exigeante, reprenait d'office le dessus et de manière associée, ma peur de ne pas être assez stratégique, ma peur que le patient ne me fasse pas confiance, reprenait le dessus. Alors, je vais de nouveau disparaître pour vous parler d'une situation, et c'est la situation d'un papa. Lorsque le papa de Alice, 11 ans, revient avec son épouse pour une seconde séance relative à leur fille qui a peur des chiens, Madame me dit avoir appliqué la tâche prescrite lors de la première séance. Et monsieur, tendu et peu souriant, dit d'un air froid. « Avec moi, c'est plus compliqué. Il n'y a pas eu moyen de faire ce que vous m'avez demandé. » À ce moment-là, je me sens irritée et j'ai peur. Peur que ce patient ne me fasse pas confiance, peur qu'il me prenne pour une incompétente. Et je me dis aussi que c'est de sa faute, qu'il aurait dû faire la tâche. Suis-je dans le non-vouloir en lui demandant d'une manière agacée « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Suis-je dans le non-vouloir quand je me dis en même temps « Mais évidemment que le problème persiste avec lui et pas avec sa femme, puisqu'il a continué à stresser sa fille face au chien ?» en lui exprimant sans arrêt et de manière exigeante « Mais enfin, dis-moi pourquoi tu as peur de ce petit chien, c'est pas possible, arrête de pleurer !» Ce type de questions que je lui pose amène ce papa à justifier davantage son point de vue et nous distancie l'un de l'autre. En lui demandant « Pourquoi n'avez-vous pas fait ce que je vous ai demandé ?» je suis en quelque sorte comme ce papa qui veut que sa fille donne une réponse claire et précise à sa question. « Mais dis-moi pourquoi tu as peur de ce petit chien ?» J'empêche l'ouverture vers le champ des possibles. Je ne rejoins pas en quoi ce papa a sans doute plusieurs bonnes raisons, lui aussi, de réagir comme il l'a fait. Clotilde cherche plutôt à en savoir plus en posant une question ouverte, non culpabilisante, et part en exploration avec lui. J'imagine que ça n'a pas été évident pour vous en tant que papa. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été possible pour vous de dire à votre fille qu'elle peut avoir peur des chiens, qu'elle a le droit d'être bloquée? Je comprendrai alors davantage que ce qui anime ce papa est une peur.
Peur qu'elle ne sache pas faire des trajets seule à pied à cause des chiens, mais de manière plus générale, peur qu'elle soit toujours aussi timide et craintive dans toutes les sphères de sa vie future. En ayant récolté ces informations, je pourrais alors comprendre que cette peur l'amène dans un premier temps à lui mettre une pression pour faire face aux chiens notamment, et dans un second temps, parce que la pression augmente la peur d'Alice, à devoir la rassurer au point de la porter. C'est ainsi qu'il pourrait percevoir avec mon aide comment il alimente la peur de sa fille et la sienne par conséquent. Plus il a cette volonté que la peur de sa fille n'existe pas, et plus la peur augmente, au point qu'Alice perde tous ses moyens. Et plus elle perd tous ses moyens, et plus il s'inquiète pour sa fille et veut la rassurer. Et dans ce contexte, au moins il voit l'avenir avec confiance pour Alice, puisqu'elle est encouragée constamment à se tourner vers lui en cas de problème. Dans ce type de circonstances, moi, je peux me sentir bien figée sur mon siège. Je sens en moi parfois comme une barre qui part de ma gorge jusqu'à mon ventre. C'est un peu comme du béton armé, c'est une barre qui est grise à l'intérieur de moi. Et je ressens aussi comme une sensation d'oppression. Je me sens bloquée par mon jugement et mes exigences et mes peurs. Le libre choix et la responsabilisation de chacun sont alors bien loin. Et ce qui me guide, ce qui peut m'accompagner, ce sont ces questions. Comment pourrais-je faire pour encore plus aggraver la résistance de ce patient ? Comment pourrais-je être encore plus exigeante au point de perdre la relation à ce papa ? Voilà pour la seconde illustration. Et je vais encore prendre le temps, quelques minutes, de vous illustrer une autre situation qui s'intitule « Il faut que la souffrance de cette patiente disparaisse ». Alors, au début de ma pratique, moi, je me mettais une pression avec l'adjectif « brève » accompagnant le mot « thérapie ». Il faut que ce soit bref, en moins de 10 séances. Il faut que je respecte absolument cette notion de temps, sinon je ne fais pas de la thérapie brève. Et à être braquée sur le nombre de rencontres, je me mettais une pression qui me stressait et m'éloignait de la posture de non-vouloir. Aujourd'hui, cette source de pression, elle peut être là, elle est toujours en lien avec la quantité, elle peut encore m'habiter parfois, mais sous cette forme, il faut que le poids de la souffrance de ce patient disparaisse. Et je vais donc aller explorer avec vous la situation de Madame C, qui a 65 ans. Madame vient en consultation orientée par son médecin traitant. Elle est réticente à entamer un suivi. C'est donc une première démarche pour elle. Madame me dit d'emblée qu'elle est très cartésienne et qu'elle ne croit pas fort en la psychologie, mais qu'elle veut bien tenter un petit quelque chose. Madame évoque longuement les circonstances liées à des pertes vécues et traversées, 2 cancers et de nombreux décès familiaux. Et je lui renvoie à quel point ce qu'elle a vécu a dû être douloureux. Elle me regarde alors avec un regard perçant, et son sac sur les genoux, elle me dit que ce n'est pas ça qu'elle est venue chercher ici. Mon monologue sur le fait de donner une légitimité à sa douleur, elle s'en balance. Le visage fermé, les yeux alors perçants, elle me dit fermement qu'elle veut se sentir mieux, qu'elle veut être forte comme avant et que la tristesse fait reculer et qu'elle veut avancer. C'est alors que je ressens en moi des palpitations et je me mets à bégayer. Oui, cette patiente m'impressionne et son exigence d'aller mieux me paralyse. D'habitude, j'aurais posé d'autres questions pour affiner ce qu'elle entend par aller mieux. J'aurais freiné en me repositionnant sur mon siège avec confiance, en formulant une alternative responsabilisante, en disant que le travail sera aussi bref que possible et aussi long que nécessaire, qu'il dépendra de nous, de la relation qu'on va construire ensemble, de la récolte d'informations que l'on va faire sous forme d'expérience. Mais là, rien ne sort. L'entretien touchant déjà à sa fin, puisque je n'ai pas osé trop la couper,
voilà que me vient cet âge vendu sans recontextualiser. J'aimerais que vous pensiez à tout ce que vous auriez envie de faire quand vous irez mieux et que vous me le notiez. À ce moment-là, je pense qu'il serait plus adéquat qu'elle se penche sur les risques d'aller mieux ou les risques de rester comme ça, mais je n'ose pas le lui formuler. J'ai peur, peur de la décevoir, j'ai peur d'elle, j'ai peur de ne pas pouvoir l'aider. Je me demande si je saurais l'aider. La peur me fait fuir et me voici embarquée dans ce tourbillon vicieux. Il faut qu'elle aille mieux. Avant la seconde séance, je ne prends pas le temps de refaire un mapping pour voir ce qu'il me manque comme info. Je ne me questionne pas sur sa vision du monde. Je suis inquiète de savoir si elle va mieux. Je me mets même à penser à des lectures que je pourrais lui conseiller pour voir la vie plus positivement. C'est comme si je voulais combler sa douleur, la sauver en lui amenant des solutions sans qu'on y voie plus clair ensemble. En faisant cela, je ne vais pas à la rencontre de ma peur à moi, et je ne suis pas stratégique. Et alors que c'est habituellement un plaisir de revoir les patients pour une seconde séance, je ressens comme un poids de la revoir. L'exigence de cette patiente, nos attitudes mutuelles fort hautes, m'ont éloigné de la posture de non-vouloir. Aujourd'hui, j'accompagne toujours cette patiente. J'ai pris le temps d'aller à la rencontre de mes peurs, ce qui m'a permis de renoncer à ce but ultime. Il faut qu'elle aille vite mieux grâce au suivi et donc grâce à moi. J'ai aussi saisi que ma première tâche allait dans le sens des TR de Madame et que les suivantes étaient vécues par Madame comme des devoirs à faire et puis à remettre en attendant que ça aille mieux. Donc, même si au niveau contenu de la tâche, je ne rentrais plus dans les tentatives de régulation de Madame, la manière perfectionniste de les réaliser en se mettant une pression ne faisait qu'aggraver la situation. Et j'y étais moi aussi pour quelque chose. J'ai aussi pris le temps de voir son époux et de me rendre compte que son rythme et ses exigences à lui étaient aussi des éléments qui nourrissaient les exigences de Madame. La question du but conscient, et si la seule certitude, c'est que Madame ne sera jamais plus comme avant au niveau de son élan vital, qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement de différent dans votre quotidien à partir de maintenant? Mais cette question, je me la suis posée aussi à moi. Qu'est-ce que moi, en tant que psychologue, je pourrais faire de différent concrètement dans le cadre du suivi thérapeutique avec ces personnes? Cette question nous a permis à chacun de lâcher nos rigidités et nos exigences, de se reconnecter à la tristesse des pertes vécues, et pour Madame, de se laisser envelopper par la consolation, pour ensuite se laisser porter vers un futur un peu plus léger. Voici encore quelques questions guides qui m'ont accompagné. Que pourrait-il arriver de pire si cette patiente allait encore plus mal? Comment pourrais-je faire pour aggraver la quantité de souffrance de cette patiente? De quelle manière pourrais-je tomber dans le piège des TR du patient et de l'entourage? Voilà pour ces 3 illustrations. Alors, en tant que praticienne, je sais qu'on peut être vite rattrapé par nos tentatives de régulation qui, selon moi, nous éloignent de notre patient, de sa réalité et donc de la posture de non-vouloir. Ce qui, moi, m'aide à cheminer en tant que thérapeute et à me rapprocher de cette posture de non-vouloir, c'est de me rappeler que, au fait, chaque patient est unique, chaque suivi thérapeutique est nouveau et chaque outil est au service du processus relationnel qui se crée ensemble. Ce qui m'aide et ce qui est précieux encore, c'est d'être attentive aux signaux de mon corps, à mes mouvements et à mes sensations corporelles. Toutes ces sensations me servent de guide pour être à l'écoute
à l'écoute et consciente de mes ressentis et pour être à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que je sens en moi maintenant et qu'est-ce que je choisis d'en faire au niveau de la relation et du processus thérapeutique. Ce qui me semble aussi essentiel, c'est de ne pas perdre de vue que comme tout change tout le temps, nous sommes tous en apprentissage. La posture de non-vouloir n'est pas quelque chose d'acquis, d'obtenu une fois pour toutes. Il s'agit de se laisser porter au fil de la relation qui se tisse. Toucher ce brin de liberté qui donne au lien thérapeutique la fluidité dont il a besoin pour grandir. L'idée donc, il me semble, c'est de garder dans nos interactions avec nous-mêmes et avec nos patients une part de souplesse, sans se coincer dans le paradoxe qui serait alors « il faut que je sois dans le non-vouloir ». Je pense que rien que de prendre le temps de se poser une question comme celle que j'ai énoncée tout à l'heure, les questions guides, sans vouloir absolument trouver une réponse, est une réponse en soi. On pourrait dire qu'il s'agit d'apprivoiser la posture de non-vouloir. Et les moments où je prends le temps de laisser dans mes notes des traces de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que j'éprouve en tant que thérapeute, où je prends le temps de me dessiner au centre du mapping, ils me permettent de toucher cette posture qui est faite de renoncement et aussi d'humilité. Accepter sa part d'impuissance, accepter le fait qu'il y a toujours plusieurs éléments qui rentrent en interaction pour faire naître un changement, ou pas. Se laisser imprégner de notre part aussi de solitude, si essentielle en tant que praticien pour pouvoir prendre soin de la solitude du patient et lui rendre ainsi sa part de liberté et donc de responsabilité. Alors, quand lors de moments par exemple de supervision, on se dépose avec nos propres questionnements, c'est pour moi aussi une manière d'abandonner mes propres résistances et d'apprivoiser cette posture. Cette posture de non-vouloir. J'accueille certaines de mes fragilités, je me laisse écouter par mes collègues, par mes pairs. Le plaisir de chercher ensemble, de prendre du recul, parfois avec humour, de se dire qu'on a le droit d'être perdu, mais aussi d'essayer de nouvelles pistes d'exploration, est encore pour moi une manière d'apprivoiser la posture de non-vouloir. Tout comme le fait d'oser demander de l'aide, faire appel au réseau ou dire qu'on arrive au bout de ses limites. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. À bientôt.